Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour faire le point de l'actualité. L'ONG Ordre des Hospitalisés de Saint-Lazare de Jérusalem sera bientôt installé au Bénin. L'accord de siège a été signé ce mardi au ministère des Affaires étrangères. Les résultats de l'examen national de licence 2018 sont connus, sont 13,91%. C'est le taux de réussite. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat de l'affichage des résultats. Et puis, l'opération Rouler à droite, initiée depuis quelques jours par la police républicaine, est en cours sur nos axes routiers. Vous suivrez le constat fait dans la commune d'Abomey-Calavi. Bienvenue dans cette édition 16 janvier 1977, date de l'agression du Bénin par les mercenaires. Les Béninois s'en souviennent. Au petit matin du 16 janvier 1977, un avion se pose à l'improviste sur l'aéroport de Cotonou au Bénin. L'opération Crevette contre le président massiste léniniste Mathieu Kérékou a commencé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Que retenir? Nous avons interviewé pour vous Emmanuel Zounon, secrétaire général de l'UNSTB. Suivant. Janvier 1977 me rappelle l'agression armée impérialiste des mercenaires contre notre pays, la République populaire du Bénin. Je me rappelle également que j'étais en classe de 5e. Et donc, je fréquentais à Porte-Novo et je suis venu en week-end auprès de mes parents à Cotonou. Lorsque très tôt le matin, j'ai été réveillé par mes frères. Et c'était des coups, des crépitements d'armes automatiques et de mortiers. Et nous avons rapidement capté la radio nationale. Et quelques instants après, on a eu l'allocution du chef de l'État. C'était le chef de bataillon Mathieu Kérékou, dont j'ai gardé quelques phrases, qui disait, chers compatriotes, à l'heure où nous vous parlons, un groupe de mercenaires armés jusqu'aux dents a attaqué la ville de Cotonou. Nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendre avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. Nul doute que nous vaincrons, car notre cause est juste et notre intrépide peuple est invincible. Effectivement, le peuple s'est soulevé pour soutenir l'armée et nous avons mis en déroute les mercenaires qui se sont battus en retrait et ont repris leur avion pour quitter Cotonou avec la honte. C'était l'une des plus grandes victoires de notre peuple sur l'impérialisme international. Parce qu'à l'époque, nous, on faisait partie des jeunes militants révolutionnaires. Et nous avons tout perdu avec la conférence nationale où nous avons jeté et le bébé et l'eau. Même à l'université, le militantisme a complètement disparu. Et plus grave encore dans le mouvement syndical. Or, toute nation a besoin du patriotisme. Quand vous allez en France, le français te dira l'honneur et la patrie. Nous n'avons plus rien. Même la montée des couleurs n'est plus respectée dans notre pays. Malheureusement, on ne retrace pas l'histoire. Mais nous avons la conviction que le peuple béninois est un peuple fier et que tout sera remis dans l'ordre au nom de nos ancêtres Béazin et Kaba qui ont versé leur sang pour libérer notre pays des puissances coloniales. Samson Oké, dans ce commentaire, revient sur cette date qui marque l'histoire du Bénin.
16 janvier 1977, le Bénin a connu l'un des éléments majeurs qui ont marqué son histoire politique. Pendant que le général Mathieu Kérékou essayait d'installer les bases de son système de gouvernance, un coup d'État s'organisait contre lui. C'est ainsi que, le 16 janvier 1977, des mercenaires vont envahir le Bénin dans l'optique de faire partie Mathieu Kérékou par force. Au petit matin de ce même jour, un avion se pose à l'improviste sur l'aéroport de Cotonou au Bénin. C'est le début de l'opération Crevette contre le président Mathieu Kérékou. À la tête des assaillants, Bob Denard, le célèbre mercenaire français qui s'est illustré au cours de sa carrière par ses nombreux faits d'armes sur le continent. Celui-ci lance ses hommes sur les points névralgiques du pouvoir, entre autres le camp militaire Guézo situé en plein Cotonou et à proximité de l'aéroport et le palais de la Marquina, résidence présidentielle de Mathieu Kérékou. Cependant, l'expertise militaire se trouve rapidement confrontée non seulement à l'armée béninoise, mais aussi aux éléments nord-coréens présents à Cotonou en vertu d'accords de coopération entre républiques socialistes. Les premiers affrontements sérieux ont lieu sur le tarmac de l'aéroport. Très vite, les premiers coups de feu retentissent. L'alerte générale est donnée dans tout Cotonou. Pendant 3 heures, l'armée béninoise va contenir les assaillants qu'elle réussira finalement à mettre en déroute. Rappelons que tous les ans, les autorités béninoises procèdent au dépôt de gerbes à la place des martyrs, rebaptisée place de souvenir. Mais plus de 40 ans après, qu'est-ce qui est fait pour inculquer aux générations futures ce sens de patriotisme dont ont fait preuve les soldats et autres personnes qui se sont interposés pour défendre le Bénin, leur pays, leur patrie? Signature de l'accord de siège entre l'ONG Ordre des Hospitalisés de Saint-Lazare de Jérusalem et le gouvernement de la République du Bénin ce mardi 15 janvier 2019. C'était à la salle des ambassadeurs du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Plus de détails avec Carole Laillé et Fiac Voitan. Signature de documents suivis d'échanges de parapheurs, des actes qui consacrent des liens scellés entre l'ONG Ordre des Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem International et le gouvernement béninois. Cet accord fait suite à l'examen des recommandations du comité interministériel chargé des études sur les nombreuses actions que mène cette organisation au Bénin. L'Ordre a organisé le dépistage des anomalies de la réfraction oculaire, spécialement avec des soins particuliers aux lépreux et en général à toute la population du Bénin, à plus de 30 000 personnes avec distribution des verres et montures gratuitement. C'est ce besoin manifesté des soins de la vue et des problèmes dentaires tant pour les enfants, les adultes et les personnes âgées, que nos choix sont portés dans l'urgence sur la création de centres médicaux d'optométrie, d'optique, de cabinets dentaires pour un large public, mais en s'attachant à fournir des prestations et équipements médicaux de qualité au plus juste prix aux populations démunies. Des actions qui contribuent au bien-être socio-économique des Béninois et qui leur valent aujourd'hui la confiance du gouvernement. Une confiance qui se traduit par les privilèges accordés dans les différentes clauses de cet accord. La signature du présent accord de siège constitue l'expression de la satisfaction du gouvernement. Les différents privilèges accordés en vertu de cet accord en termes d'exonération fiscale et douanière, ainsi que d'autres avantages, représentent une contribution du gouvernement à vos efforts, afin de vous permettre de travailler davantage pour mieux servir les populations béninoises, dont le mieux-être constitue les axes essentiels du programme d'action du gouvernement. Créé au Bénin le 21 septembre 2010, l'Ordre des Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem International intervient dans plusieurs pays africains tels que le Gabon, le Cameroun et le Sénégal.
Composé de 4000 membres répartis dans le monde, l'ordre reste au service des pauvres et des malades, sans aucune distinction de race, de sexe et de religion. La construction d'un échangeur Carrefour-Védecor sera bientôt une réalité. Dans cette optique, une réunion a eu lieu ce lundi à la Direction générale des infrastructures avec une mission d'autorité japonaise en charge de la construction de la dite infrastructure. Objectif, s'enquérir de l'évolution du processus qui aboutira à la concrétisation du projet. Carole Laye pour le compte rendu. La construction de l'échangeur du Carrefour Sika Toyota en face d'être une réalité. Pour une bonne réalisation de cette infrastructure, une séance de travail s'est tenue ce lundi 14 janvier entre les responsables à divers niveaux du ministère des Infrastructures et du Transport et les Japonais. Une rencontre qui a pour but d'aider la délégation japonaise à avoir des informations fiables dans le cadre des études qui précèdent le démarrage des travaux. Puisque en fait une étude, ça se base à une forte proportion sur les informations. Collecte de données. Les Japonais ne sont pas ici. Il nous revient, nous, administration routière et usagers de la route, de leur donner les informations qui leur sont utiles pour une bonne conception de cet échangeur-là. Et c'est à cela que je recommande au peuple béninois de bien vouloir se mettre à disposition de cette mission pour que d'ici quelques années, le problème de difficulté de circulation au niveau de cette partie de notre réseau soit conjugué au passé. Les données recueillies au cours de cette réunion seront prises en compte par une autre étude qui sera réalisée sur le terrain courant mai et juin 2019. Occasion pour Jacques Ayadji, directeur des infrastructures, de suggérer que ces différentes études prennent en compte également les ronds-points de Ruiho du stade de l'Amitié afin que le problème d'embouteillage ne demeure pas après la réalisation de cette infrastructure. L'opération roulée à droite, initiée depuis plusieurs jours par la police républicaine, se poursuit sur une route. Elle a connu sa première vague d'interpellation dans la commune d'Abomey-Calavi le 15 janvier. C'est un constat fait par Frédéric Espoir Oumambou et Fiak Voitan. L'opération de sensibilisation des automobilistes et autres usagers de la route à rouler prioritairement à la droite de la chaussée a pris une nouvelle ampleur ce mardi 15 janvier 2019. En effet, plusieurs usagers sont tombés dans les mailles de la police républicaine entre le carrefour à Kassato et le carrefour à Arconville dans la commune d'Abomey-Calavi. Surprise générale, ces usagers de la route, un peu mécontents, n'en reviennent pas. Tout à l'heure, j'étais en route, j'habite d'ailleurs Glo et je vais déposer, j'ai mon atelier à Calavi. Mais subitement, arrivé à la hauteur du carrefour à Kassato, j'ai remarqué la police qui nous faisait la main de serrer la droite. Juste ce que j'ai exécuté, bien sûr, en tant que bon citoyen. Mais environ 100 à 200 mètres après, je remarque un attroupement de policiers, surtout le DGPN que j'ai reconnu qui était sur la voie aussi, qui me demande de garer. Je gare. C'est après sur le terrain que je suis en train d'apprendre par les autres citoyens arrêtés comme moi que depuis un moment, on a commencé à nous sensibiliser, histoire de rouler à droite. J'ai été informé ce matin qu'il fallait se rabattre à droite, rouler à droite. C'est vrai que je ne savais pas pourquoi il faut se rabattre à droite. On a fait l'auto-école comme tout le monde et on m'apprend. En tout cas, je suis allé me renseigner ce matin quand j'ai été raisonné qu'il fallait rester prioritairement à droite et céder la gauche. Nous, on a fait un dépassement par la gauche pour pouvoir nous rabattre sur la voie, mais on nous arrête. Non, c'est les policiers qui nous ont arrêtés sous prétexte qu'on n'a pas roulé à droite. C'est tout. Comme toute attente, on faisait la main et après on nous arrête. Pour d'autres, l'opération déclenchée par les responsables de la police républicaine n'est pas mauvaise en soi, mais la communication aurait manqué autour de la phase de sensibilisation. Aujourd'hui, il y a 1000 moyens pour communiquer sur le territoire. Je n'ai pas suivi sur une chaîne de télévision comme radio, ni sur les réseaux sociaux, qui a une loi qui nous oblige désormais à rouler à droite. Nous sommes 12 millions de Béninois et on n'a pas les mêmes fréquences. Il n'y a pas, selon moi, il n'y a pas eu encore assez suffisamment de communication sociale pour qu'on nous retienne ce matin et qu'on nous empêche d'aller au boulot. En soi, je concède que la loi se fasse parce que, a priori, ce matin, on ne pénalise personne, on ne verbalise pas. Mais on vous fait perdre du temps, c'est aussi une forme de pédagogie.
on fait perdre du temps pour que la prochaine fois vous en tenez compte. Certains usagers, par contre, trouvent que le tronçon sur lequel l'opération est initialisée ne dispose pas de pistes cyclables et que, si on ne sait pas faire, on risque de créer des accidents en voulant les réduire. En voulant serrer la droite, tout le monde à droite là, rouler à droite, on n'a pas cette voie. Où est la piste cyclable ici? Je ne vois pas la piste cyclable. Cette opération est faisable à partir d'Aconville jusqu'à Cotonou. Là, je suis d'accord. Mais ici, attention, gare au danger. Mais une décision, une loi, il ne faut pas être indiscipliné, mais voyez. C'est une opération très mal organisée. Moi, j'ai mal apprécié ça. Parce que la voie sur laquelle on fait l'opération, c'est une voie à double sens. Première raison, une voie à double sens. Deuxième raison, où est le panneau qui montre la priorité à droite? Nous sommes la côte de la route. Si on veut changer les choses, on doit aller autrement. Ça là qu'on est en train de faire, c'est une manière de redresser le pays en arrière. Quoi qu'il en soit, force doit rester à la loi et les forces de sécurité publique pourront aussi de leur côté user quelquefois d'indulgence. Éducation à présent, les résultats de l'examen national de licence session 2018 sont désormais connus. Ils ont été portés à la connaissance du public vendredi dernier par la direction des examens et concours. Le taux d'admissibilité est de 113,91%. Une équipe de la rédaction de DNTV a fait le constat de l'affichage des résultats. Avec un taux de réussite d'environ 73,91%, les résultats des examens nationaux de licence professionnelle 2018 sont tombés et sont disponibles dans le centre de composition du CEG Les Pylônes à Cotonou. Sur place, joie et émotion s'expriment sur les visages des candidats admis. Les sentiments de joie, puisque après le bac, je n'attendais pas à passer encore un examen. Mais quand ils ont parlé de l'examen national de la licence, je me disais comment ça va se passer. Quand j'ai fini mon bac, j'ai dit j'ai fini à faire des examens et je n'attendais plus à ça. Mais quand ils ont dit ça, j'ai dit on va passer ça pour voir comment ça va se passer. Mais le temps que ça fait avant le résultat, je me demandais pourquoi ça a duré comme ça, ou bien il y a un problème, ou bien on n'a pas travaillé. J'avais peur, mais finalement quand j'ai vu mon nom, c'est le sentiment de joie que je ressens ici actuellement. Ce qui m'a encore très surpris, c'est que Dieu m'a fait grâce et parmi les admis, j'ai vu que mon épouse en faisait partie. Je suis juste contente d'avoir réussi, sauf que il y a beaucoup de mes camarades qui ne sont pas sur la liste, c'est dommage, mais bon, je suis contente pour moi quand même. Sur un total de 5779 candidats, 4271 sont déclarés admis, soit un total de 1508 candidats non admissibles à qui les heureux admis ont une pensée. C'est pour leur dire de prendre du courage, puisque l'échec n'est pas un échec, c'est une victoire reportée. Et ils ont la chance de passer encore l'année prochaine, puisque la dernière édition, c'est pour l'année prochaine. Donc ils n'ont qu'à prendre les mal en patience et redémarrer avec le travail, commencer le bachotage de maintenant, et que par la grâce de Dieu, ils vont finir par être retenus. Ça fait vraiment mal parce que il y a certains qui ont eu à émettre assez d'efforts, mais malheureusement ça n'a pas donné. Donc nous dirons peut-être que d'ici l'année prochaine, avec plus d'efforts, encore par la grâce de Dieu, ça pourra passer. Mais pour le moment, c'est du courage à ceux qui n'ont pas pu avoir. L'année prochaine sera probablement la bonne. Pour rappel, les examens nationaux pour l'obtention des diplômes de licence et master sont une réforme mise en œuvre depuis 2017. Une initiative du gouvernement du président Patrice Talon dont l'objectif est d'assainir le secteur de l'enseignement supérieur privé au Bénin. Sur le continent à présent, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé, toujours en détention à la Cour pénale internationale, ont été acquittés hier 15 janvier 2019. Ce mercredi, le bureau du procureur a annoncé son intention de faire appel. Une simple chambre au mur nu, c'est le plus beau foyer que Saliou ait connu. Arrivé à Marseille après avoir fui son pays, cet orphelin gambien de 16 ans occupe un bâtiment du diocèse, symbole des difficultés rencontrées par les mineurs étrangers dans la ville. Reportage.
Ils sont environ 200. Parmi eux, un grand nombre de mineurs non accompagnés. Sans domicile fixe, ces migrants interpellent le département des Bouches-du-Rhône, censé leur fournir un hébergement. Respectez notre droit. On est des hommes comme vous, on est des humains comme vous. S'il vous plaît, respectez notre droit. Depuis quelques semaines, ils squattent un bâtiment du diocèse en face du conseil départemental. Parmi eux, Saliou, venu de Gambie. Violé à répétition dans une geôle libyenne, il a fini par s'échapper pour arriver à Briançon, où il a été brièvement hospitalisé. Ils m'ont dit, vas-y, tu peux y aller, va trouver un endroit où vivre. Après, tu pourras continuer ton traitement. Alors j'ai quitté Briançon et j'ai décidé de venir à Marseille. Mais je suis jeune, je suis un enfant. Mais je n'ai personne en Europe, je n'ai pas de famille. J'ai besoin qu'on m'aide, qu'on me soigne, parce que j'ai toujours mal. Une fois qu'un juge certifie leur minorité, ces jeunes obtiennent une ordonnance provisoire de placement. C'est au département de leur trouver une place et un accompagnement socio-éducatif. Mais dans les faits, ils se retrouvent souvent à l'hôtel, exposés à la prostitution ou à la drogue. Non seulement c'est une non-application de la loi, c'est une non-application des décisions de justice que constitue une ordonnance provisoire de placement, c'est une mise en danger objective. Alors on nous dit oui, mais on prend en charge 95% de la situation. Parfait, d'abord c'est pas 95, c'est 90%. Et ensuite, et les 10%, qu'est-ce qu'on penserait d'un service hospitalier qui dit quand même on fait bien notre travail, on s'occupe de 90% des malades. Qu'est-ce qu'on penserait d'un lycée qui dit quand même on s'occupe de 90% des élèves. Enfin. Les associations réclament 100 places supplémentaires en foyer. Mais l'organisme missionné par le département dit faire au mieux avec les moyens qu'il a. Bien sûr que la logique est collectivement, tout le monde s'entend pour dire que créer des places, c'est aussi créer des établissements. Mais c'est pas si simple. Et à partir du moment où c'est pas si simple, créer de la diversification dans les modalités d'hébergement, ça doit, à minima, nous permettre justement de répondre d'abord à l'urgence de la prise en charge. Le département affirme avoir proposé une solution d'hébergement à 4 mineurs présents sur le site et promet la construction de 100 places de foyer dans l'année. Arrière-petit-fils de juifs allemands assassinés pendant l'Holocauste, le Britannique Simon Wallfisch a décidé de devenir allemand à cause du Brexit. Une fois par mois depuis plus d'1 an et demi, ce musicien manifeste son opposition à la sortie de l'Union européenne devant le Parlement britannique à Londres. Mais au lieu d'agiter un drapeau européen ou une pancarte comme d'autres, sa violoncelle en main, coiffée d'une perruque blanche à la Mozart, qu'il se fait entendre. De ses origines allemandes, Simon Wallfisch a hérité d'un amour pour l'opéra et les symphonies de Beethoven. Et si ce père de famille joue régulièrement l'hymne de l'Union européenne devant le Parlement britannique, c'est parce que le Brexit a fait remonter des souvenirs de famille douloureux. Descendant de réfugiés juifs qui ont fui le nazisme dans les années 30, il s'est vu contraint de demander la nationalité allemande pour pouvoir conserver un passeport européen. J'ai dû utiliser une tragédie familiale pour assurer mon futur et celui de ma famille. Ce que cela va signifier pour nous, je n'en sais rien. Nous ne voulons pas aller en Allemagne, mais au moins, avec un passeport allemand, nous pourrions déménager aux Pays-Bas ou en France ou dans n'importe quel pays européen. Comme lui, de nombreux Britanniques ont eu recours à une clause de la Constitution allemande qui permet aux descendants de victimes du nazisme de récupérer la nationalité que leur avait retirée le Troisième Reich. S'ils n'étaient que 43 à avoir fait une telle demande en 2015, plus de 1600 Britanniques ont lancé la procédure en 2017. J'ai décidé de demander la nationalité allemande le jour du résultat du référendum. Je me suis dit, j'en ai assez de ces bêtises. Ma vie et celle de mes enfants ne vont pas être détruites par ça. Au-delà du Brexit, certains descendants de réfugiés juifs voient également dans cette demande de nationalité un geste fort envers le pays de leurs ancêtres. Je n'ai pas spécialement fait cette demande de nationalité pour avoir un passeport, mais pour exprimer quelque chose envers l'Allemagne. Je ne sais pas si c'est inédit dans l'histoire de l'humanité, mais à ma connaissance, il n'existe aucun pays qui a réussi à se regarder dans le miroir et à rejeter tout ce qu'il a fait dans le passé. C'est tout simplement extraordinaire.
À l'approche de la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le Brexit pousse ainsi de nombreux Britanniques à se pencher sur leurs origines, avec l'espoir peut-être de refermer certaines plaies vieilles de 70 ans. Mais monsieur, ce journal s'achève ainsi. Merci pour l'attention et à demain.